Bonjour et bienvenue sur alphand.com. Nous sommes dans le chapitre consacré à l'état de l'art, l'art de la virtualisation. Dans la vidéo précédente, on a découvert ensemble ce qu'on a appelé des machines virtuelles. On va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle les hyperviseurs, donc les outils qui vont nous permettre de gérer les machines virtuelles. On va donc découvrir ensemble deux outils, ou deux hyperviseurs, l'un KVM et l'autre le projet Xen, donc Xen qui est utilisé pour la virtualisation avec Oracle. Alors pourquoi je vous présente les deux et pas simplement Xen? C'est juste histoire de vous proposer un état de l'art complet de la virtualisation en open source, donc les deux produits, KVM et Xen. Ça nous donne une idée en fait de pouvoir un peu comparer les produits. Alors on va faire pour chaque produit l'historique, on va voir les fonctionnalités de l'architecture et également les outils, que ce soit donc pour Xen ou KVM. Et on va démarrer par Xen. Alors, par KVM, pardon. Donc KVM, c'est une solution de full virtualisation. En fait, c'est une solution de virtualisation assistée par le matériel. Donc ce n'est pas une solution complète de virtualisation au sens où il n'y a pas d'émulation de matériel. On verra un tout petit peu plus tard, en fait, comment KVM fait pour gérer l'émulation. Alors KVM, c'est un module noyau qui a été développé par Avikiviti en 2006 à travers une start-up nommée Qumranet. KVM est intégré au noyau depuis février 2007 et au noyau donc en version Linux 2.6. KVM ayant besoin Red Hat, ayant besoin d'une solution de virtualisation pour ses produits, Red Hat a racheté Qumranet en 2008. Alors KVM, c'est l'hyperviseur, si on peut appeler ça vraiment un hyperviseur, l'hyperviseur choisi par Open Virtualization Alliance pour leur projet. Donc OVA, c'est un projet qui fait partie de la Linux Foundation. KVM, c'est la base de beaucoup de solutions de virtualisation. On trouve donc la solution OVIRT, ou Red Hat Virtualisation, c'est le même produit, puisque Red Hat s'appuie sur la solution OVIRT pour offrir de la virtualisation, c'est-à-dire Red Hat Enterprise Linux Virtualisation. On intègre également OpenStack, on va le trouver dans OpenNebula, et il est utilisé également par Proxmox VE, pour Mox Virtual Environment, pour sa virtualisation. Très bon produit, le Proxmox. Vous trouverez une formation sur Proxmox sur alphand.com. Alors, qu'est-ce que va nous permettre de faire KVM? KVM va nous permettre de faire ce qu'on appelle donc de la virtualisation matérielle. Mais également, il sait gérer la paravirtualisation. La paravirtualisation du réseau, des périphériques de blocs, également de la mémoire, à travers des outils comme le Balloon Memory par exemple, le PCI Passthrough. On va pouvoir utiliser des OS invités de type Linux, FreeBSD, du Microsoft, du macOS. On va pouvoir également utiliser ce qu'on appelle le Nested Hypervisor, qui est très utilisé pour les formations par exemple, qui est utilisable également lorsqu'on veut présenter les solutions de virtualisation, c'est-à-dire qu'il est capable de virtualiser de la virtualisation. Donc on peut installer KVM et ajouter une couche de nouveau de virtualisation. Avec KVM, on peut faire de la migration en ligne. On peut utiliser les fonctions du noyau Linux que sont le kernel same page merging, les UGS pages et le CPU pinning. Alors je vais juste faire un tout petit schéma ici pour le same page merging. Donc je vais prendre mon petit stylet plutôt même. Ok. Alors je vais faire un schéma un peu pourri, mais qu'on va comprendre. Ici, on a donc des machines virtuelles de même type. Alors, je vais mettre un L comme, ou je vais mettre un LX comme Linux. Donc, chaque machine virtuelle travaille sur une zone mémoire. Donc, on lui alloue un espace mémoire et chaque machine virtuelle va donc utiliser cet espace mémoire. Dans cet espace mémoire, il va y mettre ce qu'on appelle des pages. Donc, par exemple, une page où dedans, il y aura un A, une page où il y aura un B et une page où il y aura un C, comme ceci. La machine virtuelle, ici, utilise également de la mémoire dans laquelle on pourra trouver par exemple un A, dans une page un B et dans une autre page un D, pourquoi pas. La Linux qui se trouve à côté
va également utiliser du A, du D peut-être, et du C. Alors l'idée, c'est donc, avec le merging de pages, comme son nom l'indique, ça permet donc, alors en français je ne vois pas comment on dit, merger, donc rassembler peut-être donc les mêmes pages. Donc ce que va faire l'hyperviseur, dans sa mémoire, il va mettre un A ici, un B, un C, un D, et ainsi de suite, et un E si, par exemple, ici on trouve du E. Ça c'est un E, oui. Voilà, comme ceci. Donc là je trouve du E. Et il va être capable, en fait, de les partager aux machines virtuelles. Donc les machines virtuelles ne vont plus utiliser la totalité d'un espace mémoire, avec des pages identiques, mais vont plutôt se partager le même espace mémoire, où dedans, bien sûr, il y aura la même page. Donc on aura A, B, et ainsi de suite, pour chaque machine, comme ceci. Donc ce qui nous permet donc de réduire considérablement l'espace mémoire utilisé par les machines virtuelles, et donc d'améliorer forcément la consommation de mémoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les kernel sum page merging. Les larges pages, c'est tout simplement la possibilité d'offrir des pages mémoire beaucoup plus larges aux machines virtuelles. Le CPU pinning, ça va nous permettre de pouvoir dédier un processeur ou un cœur ou deux cœurs à une machine virtuelle. Donc voilà pour quelques fonctionnalités qu'on va retrouver, qu'on peut utiliser, qui sont très intéressantes pour améliorer bien sûr la virtualisation, outre que la paravirtualisation par exemple. Intéressante, c'est ce qu'on appelle la libvirt. La libvirt, c'est la librairie de virtualisation. Je l'appelle la librairie universelle, parce qu'elle va nous permettre de pouvoir contrôler KVM. Alors pourquoi elle est universelle? Parce qu'elle est capable de gérer à peu près tous les hyperviseurs, même de l'ESXi, c'est-à-dire du VMware, du Xen, du KVM et d'autres hyperviseurs. Donc voilà pour les fonctionnalités de KVM. Alors KVM, c'est donc un module noyau. Donc on va trouver dans le noyau ici un module qui s'appelle KVM. Ce module va fournir un périphérique qui s'appelle DevKVM. Et les outils qui vont permettre donc de créer, d'utiliser, de gérer les machines virtuelles vont interagir avec ce périphérique. Alors, je vous ai dit que KVM, c'était la full virtualisation ou la virtualisation assistée par le matériel. Mais il y a quand même du matériel qu'il va falloir émuler. Si on a du Linux, du Microsoft ou du BSD par exemple, il y a du matériel comme des cartes réseau par exemple qui ne vont pas être concernés par la virtualisation matérielle. Donc pour virtualiser ça ou pour l'émuler tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle un couple qui s'appelle le QEMU KVM. Donc qui va s'occuper de l'émulation des périphériques, comme je disais, donc de l'USB, du réseau, du disque, pourquoi pas du CPU également. Alors l'utilisateur, il ne va pas discuter directement avec ce qu'on appelle les OCTL, c'est-à-dire le contrôle des entrées-sorties et avec le périph dev KVM. Nous, on ne va pas faire ça. On va utiliser des outils pour ce faire. Et parmi les outils, on va trouver QEMU System par exemple, qui nous permet de faire de la virtualisation, donc d'exécuter machine virtuelle, QEMU Image qui nous permet de gérer tout ce qui est image de disque, les disques des machines virtuelles. On va trouver également la libvirt, donc avec des produits comme Virch, c'est un shell de virtualisation qui nous permet de gérer les machines virtuelles, gérer le réseau, gérer les disques, de gérer beaucoup de choses. Virt install qui nous permet d'installer des machines virtuelles, clone qui nous permet de les cloner, et également Virt Manager, lui c'est une interface graphique, c'est-à-dire un GUI, un Graphical User Interface qui nous permet donc via une interface graphique de gérer KVM. On va également pouvoir utiliser OVIRT ou Red Hat Virtualisation, Proxmox et OpenStack pour travailler avec KVM. Donc voilà ce qu'il en est de KVM. En ce qui concerne le Xen, donc lui c'est également un hyperviseur. Alors j'ai pas précisé, mais on appelle ça des hyperviseurs de type 1. Donc c'est un projet de recherche qui a été mené par Ian Pratt à l'université de Cambridge, qui a créé une startup qui s'appelle XenSource. Le projet a été développé donc en open source et il y a des versions de commercialisation dédiées aux entreprises de Xen.
Alors, à l'instar de Cumulate, racheté par Red Hat, Xen a été racheté par Citrix pour créer donc ce qu'on appelle le Xen Server. Donc on trouve des produits comme Citrix Xen Server, Citrix Xen App, Xen Desktop, ainsi de suite. Alors, il n'est pas resté longtemps racheté. Citrix a décidé de remettre en open source, ou de le rendre de nouveau disponible en open source. Et un projet a été créé qui s'appelle le Xen Project au travers de la Linux Foundation. On va trouver également le Xen Source, c'est la version originale de Xen. Alors Xen Project, c'est un projet autonome, donc pas lié à Citrix. On peut trouver par exemple Amazon qui l'utilise, AMD Bronium, CA Technologies, Kaxeda, Cisco, Citrix, Google, ainsi de suite, donc qui soutient le projet Xen Project dans la Linux Foundation. Donc à la star de KVM, on le retrouve également dans la Linux Foundation. Alors Xen, c'est un hyperviseur de type 1, ou ce qu'on appelle également bare metal. Alors les hyperviseurs de type 1, ce sont les hyperviseurs qu'on installe directement sur la machine nue, bare metal. Donc une machine où il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'OS installé. Contrairement à KVM, qui lui fait partie du noyau Linux, c'est-à-dire qu'on installe un Linux. Lui, Xen, s'installe directement sur la machine. Donc il utilise son propre noyau. Alors son rôle, il va être d'ordonnancer le fonctionnement de différentes machines virtuelles. Il permet donc bien sûr d'exécuter plusieurs instances de système d'exploitation en parallèle sur une seule machine. On peut considérer que Xen, c'est peut-être le seul hyperviseur de type 1 disponible en open source. Parce qu'on peut se dire que KVM, c'est pas vraiment un hyperviseur de type 1, même si on peut le mettre un peu quand même dedans. Parce que les hyperviseurs de type 2, ce sont souvent des logiciels, ou ce sont des logiciels qu'on ajoute sur notre OS, et parmi lesquels on peut trouver VirtualBox par exemple, pour les plus connus, VMware Workstation, VMware Player, et ainsi de suite. Ou Vagrant, pourquoi pas, qui est un peu particulier par rapport aux autres. Alors Xen, c'est utilisé comme base pour un grand nombre et pour un certain nombre d'applications commerciales et open source. On peut faire avec de la virtualisation de serveurs, de l'infrastructure as service, donc du cloud, de la virtualisation de bureaux également. Il faut savoir que Xen est à la base des plus grands clouds en production aujourd'hui, comme Amazon par exemple. Parmi les fonctionnalités, bien sûr, la création de machines virtuelles, que ce soit du Linux, du Windows, du macOS, du BSD et ainsi de suite. On peut utiliser des pilotes paravirtualisés fournis par Xen, des machines qu'on appelle HVM, c'est-à-dire Hardware Virtualisation Machine, des VM paravirtualisés sur du HVM, donc paravirtualisés sur des guests de type Hardware Virtualization Machine. Avec AVM, on va pouvoir réaliser des snapshots, du clonage, des migrations de VM entre les différents hôtes également. On va pouvoir utiliser de la haute disponibilité et de la tolérance à la panne avec un produit qui s'appelle Remus et des RBD par exemple pour tout ce qui est synchronisation des disques ou réplication des disques pour être plus précis. Alors qu'est-ce que c'est la haute dispo et la fault tolérance ? La haute disponibilité, c'est tout simplement la possibilité, lorsque un hôte a un échec sur lequel on trouve des machines virtuelles, on va pouvoir permettre de redémarrer la machine virtuelle sur un autre hôte et clôturer l'autre qui a eu un problème. Le clôturer tout simplement pour ne pas refaire démarrer de nouveau la machine virtuelle dessus et se retrouver deux fois avec la même machine dans l'environnement. Alors la tolérance à la panne, ou la fault tolerance, en anglais, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre d'avoir deux machines virtuelles identiques qui tournent sur différents hôtes. Si un hôte a un problème, on va rediriger les connexions et les applications sur l'autre machine virtuelle. Donc ça nous permet d'avoir une machine plus que hautement disponible. On appelle ça une machine tolérance à la panne. Alors bien sûr, il y a des synchronisations de RAM, des synchronisations au niveau des cartes réseau, donc du réseau, des disques. Ça demande beaucoup de ressources et il faut vraiment en avoir un besoin particulier. Je vous ai mis ici les différents CPU et RAM utilisables avec les différentes versions de Xen. Donc on voit par exemple 128 CPU, 4095 CPU, 16 Tbps de RAM sur une architecture x86,
Et sur architecture ARM, on voit ce que ça peut donner, donc 16 Go, 8 CPU. Donc ça, ce sont pour les hôtes, et ici pour les machines invitées. Donc en fonction des versions, et en fonction des types de machines. Donc on trouve les machines de type HVM, non HVM, et sur ARM. Donc on voit 1 Tb de RAM, ou de VRAM, puisqu'on appelle ça de la VRAM, et par exemple 256 vCPU, et là 512 vCPU sur une version 4.4. Alors Xen, il a un modèle réseau très performant, il peut gérer ce qu'on appelle le NAT, le bridge, également le channel bonding, on peut lui associer des switches virtuels avec OpenVSwitch par exemple, mais KVM également, on peut utiliser de l'OpenVSwitch. Avec l'OpenVSwitch, on peut faire du monitoring, de la qualité de service, c'est-à-dire du traffic shaping, du queuing. On peut donc monitorer avec par exemple des protocoles comme le NetFlow, le SFlow, faire du mirroring de port également. On peut gérer tout ce qui est VLAN et la filtration de trafic, donc avoir de la sécurité en plus. Au niveau des modèles de stockage, on peut travailler avec du SAN, iSCSI, Fibre Channel, des serveurs de type NAS, c'est-à-dire NFS, des serveurs de fichiers, de systèmes de fichiers distribués, que sont par exemple Ceph ou GlusterFS, mais également avec AVM. Et on peut également utiliser des images de VM en direct sur du LVM, c'est-à-dire des volumes logiques. Comme pour KVM, on peut également faire ce qu'on appelle du ballooning, du PCI Pass-Through, du Nimbus Scheduler Affinity. Je vous laisse regarder un peu sur internet pour ces fonctionnalités. On peut créer ce qu'on appelle des pools de CPU, on peut faire du CPU pinning, et il y a encore plein de fonctionnalités utilisables avec Xen. Comme avec Xen, comme avec KVM, on va pouvoir avoir des outils pour contrôler donc notre environnement. On peut de nouveau utiliser Virch et Virt Manager. On peut utiliser les commandes, que sont les commandes XL. Donc ce sont les commandes en mode CLI. On va trouver plein d'outils que sont par exemple Convir, Archipel ou XO, c'est-à-dire Xen Orchestra, qui nous permettent donc de manipuler, de gérer nos machines virtuelles. On va le trouver bien sûr dans OpenStack. On va trouver également Xen dans Oracle VM. Donc c'est pour ça que je suis allé un tout petit peu plus loin avec Xen par rapport à KVM. Et on va trouver également OpenXenManager par exemple, donc le manager de Citrix, le clone du manager de Citrix qui nous permet de gérer nos machines virtuelles, d'avoir de la dispo. Donc un outil vraiment très, très agréable à utiliser. Donc on voit pléthore d'outils de gestion pour Xen. Au niveau de l'architecture, je vais juste vous parler d'une notion, c'est une notion qu'on appelle les domaines. On va trouver deux types de domaines avec Xen, ce qu'on appelle les domaines 0 ou les domaines O. Le domaine 0, c'est quoi? C'est un domaine qui est spécial, qui va contenir les drivers pour les périphériques du système, qui contient également un stack, c'est-à-dire des outils pour contrôler nos machines virtuelles. On va trouver un autre type de domaine, ce qu'on appelle le DOM U. Le DOM U, c'est ce qu'on appelle les domaines invités DOM utilisateur, DOM user pour installer nos machines virtuelles. Donc voyons les DOM U comme tout simplement une VM, une machine virtuelle. Alors Xen, il s'exécute directement sur le matériel, c'est lui qui est responsable de gérer les ressources CPU, mémoire, interruption. C'est le premier programme après le bootloader, c'est-à-dire que c'est un noyau, c'est lui qui va démarrer. Donc voilà un peu l'architecture de ce qu'on peut retrouver. On trouve donc l'hyperviseur Xen qui démarre en premier, qui gère donc tout ce qui est ressources. On trouve un DOM O ici qui va nous permettre de contrôler ce qu'on appelle les DOM U des machines virtuelles. Donc voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo. Je voulais juste vous faire un petit état de l'art de la virtualisation. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet qui est Oracle VM, je voulais vraiment vous présenter ce que c'était les hyperviseurs, ce qu'on avait comme hyperviseur en open source et également les machines virtuelles pour la vidéo précédente à cette dernière. Je vous dis donc à très bientôt sur alphon.com.